Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez jadis fait rimer inconscient et artisan. Vous avez réglé ce problème de taille avant de permettre à beaucoup d'autres de grandir. Votre folie n'a jamais été toutefois celle des grandeurs. Bonjour Yvan Gattaz. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous avez un parcours incroyable. Vous avez été le patron des patrons, vous avez créé des entreprises. Là, il y a encore, alors vous avez 94 ans, un grand projet pour le 14 février, mais vous êtes un jeune homme, je rassure les auditrices et auditeurs. Donc, on va évoquer ce parcours à travers des dates clés, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Alors, la première date que j'ai trouvée, ça vous dira quelque chose, c'est le 17 juin 1952. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est la Eh bien, création... le 17 juin, d'abord, c'était le jour de mon anniversaire. Oui. C'était mon 27e anniversaire. C'est une coïncidence tout à fait fortuite. Nous avons signé ce jour-là avec mon frère Lucien, qui était mon associé, la création de notre groupe qu'on avait créé tous les deux, ex nihilo, à partir de zéro, dans le fond d'une cour du 11e arrondissement, au 20 de la rue Oberkampf, qui est devenu le groupe Radial, qui fait des composants électroniques bien connus. On avait eu l'idée tous les deux de lâcher des situations qui étaient pourtant honorables, même plus qu'honorables. Vous travaillez chez Citroën, je crois. Moi, j'étais ingénieur en chef Ouais. chez Citroën. J'avais été nommé ingénieur en chef avant 27 ans, ce qui était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et mon frère était adjoint au directeur de la fabrication de bulles. Vous savez. Et on avait tous les deux des belles situations, et même des situations qu'on pourrait dire d'avenir. Mais on était tenaillés par la création d'une entreprise à nous pour devenir PDG du jour au lendemain. D'autres ingénieurs en chef, vous passez à PDG le lendemain parce que vous avez signé le 17 juin les statuts d'une nouvelle société. En fait, je n'étais pas PDG parce que nous étions en SARL. J'étais donc gérant. Voilà, mais vous avez trouvé, je crois, un 2 pièces où on fabriquait des vaporisateurs à poire. C'est ça. Alors, on a cherché un local partout. On a trouvé dans le fond d'une cour un local désaffecté qui s'appelait d'ailleurs Les Produits Radial, qui était fermé depuis 7 ou 8 ans ou 10 ans et qui avait fabriqué, vous avez tout à fait raison, des vaporisateurs à poire dans le passé. Alors, on a trouvé 2 perceuses et un vieux tour, un lavabo, 110 mètres carrés. On s'est installés là tous les deux, Lucien et moi. Au désespoir de la famille, d'ailleurs, parce qu'on vous a pris pour des fous. On nous a pris pour des fous. Toute la famille était furieuse. D'ailleurs, ma mère, qui était une enseignante sérieuse, solide et admirable, m'avait dit « Tu devrais, avant de faire cette folie, demander à 10 personnalités bien pensantes. » J'ai suivi le conseil de ma mère, je suis allé voir le député du coin, je suis allé voir le maire du coin, je suis allé voir... Et les 10 m'ont dit « Surtout, Gattaz, ne faites pas ça. » Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. Alors, il se trouve que vos parents étaient enseignants et que vous-même, vous étiez au départ, Yvan Gattaz, destiné à l'enseignement. Mais oui, parce que, comme on était mon frère et moi, ce qu'on appelle classiquement des bons élèves, enfin bon. Bon en mathématiques, oui. Oui, bon en maths, également bon en lettres, enfin on était bon dans les 2 parties. Bon, j'ai passé le bac, j'étais le premier du département de l'Isère, enfin bon. On était donc des élèves plutôt studieux. Et nos parents, je descends d'une vieille ligne d'enseignants, puisque mes parents étaient enseignants. Mon père a lâché l'enseignement pour être artiste peintre, car ils étaient médailles d'or du Salon des Beaux-Arts de Lyon. Mais mes grands-parents étaient déjà directeurs d'école dans l'Isère, directeurs tournants, parce que les directeurs d'école changent tous les 10 ans. Donc je suis un descendant des hussards de la République. Voilà. Et résultat, vos parents, ils pensaient que vous seriez un excellent professeur. C'est ça. Alors, on était programmés pour être des professeurs et ma mère aurait bien aimé que je sois ou professeur de lettres ou professeur de philosophie, car elle ne pensait pas une seconde qu'on pourrait se dans les mathématiques. Et finalement, ça vous a passionné. Alors, vous savez, après, c'est un peu la chance des concours. Alors, si j'ai quand même une anecdote amusante à vous raconter, c'est que... vous savez ce qui s'est passé en 1944 dans l'Isère. On est tous partis dans le Vercors, on est tous partis se cacher avec les événements que vous savez. Et tous ceux qui étaient rentrés en maths sup, comme mes copains, qui étaient rentrés au lycée de Grenoble, ont perdu leur année. On n'avait ni cours, ni classe, ni crayon, rien. Et quand on est revenu, on nous a dit « Vous redoublez tous la classe de maths sup que vous n'avez pas faite. » Et moi, je suis parti au lycée du Parc de Lyon. Et je leur ai dit, écoutez, permettez-moi de rentrer directement en maths spé. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire maths spé sans maths sup, les quadriques avant les coniques.
Et alors, le proviseur m'a dit, on fait faire un pacte, vous allez me signer un papier, je vous rentre en maths P, mais vous me faites un papier, je reconnais Yvon Gattaz, le 20 octobre 1944, que je ne peux pas suivre, et je retourne en maths sup. Et je lui ai donné ce papier. Et puis, un miracle qui s'est passé, il y a eu un tournoi d'échecs. Je tombe sur mon prof de maths. Et puis, un miracle, je gagne la partie. Mais il me dit, où êtes-vous? Je suis dans votre classe. Il me dit, mais où? Je lui dis, au fond de la salle, près du poêle, et je vous quitte lundi prochain. Et je raconte l'histoire. Il me dit, Gattaz, je vous garde. On fait un pacte tous les deux, on déchire le papier du proviseur pour rester en maths P, et je vous donne des leçons de maths sup dans la semaine, et tous les samedis, on fait une partie d'échecs. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que je suis rentré à la centrale en 2 demi, comme on dit, c'est-à-dire après une seule année de préparation, puisque les 2 sont obligatoires. Moi, j'en ai fait qu'une. Alors, vous avez aussi, vous parliez de l'Isère, vous êtes né à Bourgoin, et Bourgoin, c'est aussi la ville natale de quelqu'un que nous avons beaucoup aimé. Je me suis dit, merde, voilà. Je me suis dit, merde, c'est un mot très français. Tu as écrit des bouquins. Frédéric Dard. Pas sous la contrainte. Frédéric Dard est né à Bourgoin. Il y a aujourd'hui un parcours Frédéric Dard à Bourgoin. C'était mon grand ami. Il était un peu plus âgé que moi. Il était né dans la ville voisine, vous savez, qui s'appelle Jailleux. Jailleux, oui, comme Guy Savoie d'ailleurs. Fusionné. Oui. Maintenant, nous sommes Bourgoin-Jailleux. À l'époque, c'était 2 villes séparées. Alors, c'était la grande plaisanterie. Est-ce que tu es de Bourgoin ou est-ce que tu es de Jailleux? Bon. Alors, Frédéric était bon copain. C'était un homme d'une qualité exceptionnelle. On est d'accord. Exceptionnel. Et avec un talent d'écrivain. Ah, exceptionnel. Moi, je l'ai bien connu. On faisait de temps en temps des machons tous les deux. Et alors, on était reçus par la municipalité de Bourgoin. Le dernier machon qu'on a fait, c'est avec Frédéric et avec Guy Savoie, qui est aussi de Bourgoin-Jallieu. Alors, un jour, la municipalité de Bourgoin nous a dit on aimerait bien recevoir les 3 vedettes, pardon, ce manque de modestie. Et ils nous ont fait une réception absolument incroyable à tous les 3. Et on est revenu bourré de jambon et de saucisson. C'était plus que sympathique. Alors, ça, c'est une partie de votre vie. Il y en a une autre. On va en parler à travers une autre date, le 14 décembre 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Yvon Gattaz. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yvon Gattaz. Alors, dans votre parcours, votre long parcours, il y a une date importante qui est le 14 décembre 1982, à Villepinte, je crois. Eh oui. J'avais été élu un an avant, fin 81, patron des patrons, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire président du CNPF. Qui est le MEDEF aujourd'hui. Le MEDEF aujourd'hui. La CNPF, ça avait une appellation un peu ambiguë. Ouais. CNPF, à la vérité, ça voulait dire « ce n'est pas facile ». Oui, c'est... Donc, je suis rentré, j'avais créé avant un mouvement patronal un peu original qui s'appelait le mouvement éthique. On voulait donner une âme à l'entreprise, une morale à l'entreprise. Enfin, on était des entrepreneurs un peu nouveaux, comme on dit, de progrès. Bon. Et alors, dès que j'ai été élu, j'ai dit, on va faire une révolution et nous allons programmer dans un an l'Assemblée générale, les États généraux, les États généraux des entreprises françaises au service de la nation. Titre tout à fait présomptueux, mais qui a marché. Alors, nous avons mobilisé toutes les entreprises françaises qui ont été très brimées, vous le savez, à l'arrivée de Mitterrand. Oui, on va en parler justement. Une avalanche de mesures anti-entreprises, anti-emploi, enfin, la catastrophe des catastrophes. Il avait suivi le programme commun social-communiste avec les 110 propositions anti-économiques. Alors, il y a eu une espèce de révolte, de sursaut de tous les chefs d'entreprise qui ont dit, mais on ne veut pas disparaître, nous voulons réagir, nous sommes là, nous voulons affirmer notre responsabilité, notre fierté, notre défense. Et alors, c'était un succès fou. 28 300 chefs d'entreprise réunis à Villepinte qu'on inaugurait. C'était la première manifestation de Villepinte. On a inauguré ce jour-là la grande halle de Villepinte qu'on a inaugurée. Et ça a été un tournant absolument... Pour peser nos mots, il ne faut pas exagérer, mais enfin, on l'appelle historique. 28 300 chefs d'entreprise qui venaient de toute la France. Et puis alors, c'était pas combatif. Ils n'ont pas venu hurler à bas Mitterrand. Non. Ils ont dit, voilà ce qu'il faut faire pour sauver l'entreprise.
Voilà. Il faut savoir que ce parc de Villepinte a été conçu parce qu'il était près de Roissy, c'était facile. Il y a 240 000 mètres carrés de bâtiments construits entre 80 et 82, avec une galerie d'accueil de 300 mètres de long. Et aujourd'hui, ça a encore augmenté. Et on devrait progressivement atteindre 350 000 mètres carrés. Magnifique, magnifique, extrêmement efficace pour toutes les manifestations commerciales, techniques, extraordinaires. Alors justement, François Mitterrand, ça a été votre adversaire pendant ces années-là. Vous l'avez rencontré, je crois, à 7 reprises, mais ça s'est passé de façon très cordiale. Alors écoutez, dès la première année, Mitterrand m'a dit, vous m'avez présenté vos vice-présidents, etc. On vient de faire quelque chose de très protocolaire. J'aimerais vous voir maintenant tête à tête. Je me suis méfié parce que je me suis dit, pourquoi Mitterrand veut voir le président du CNPF en tête à tête? Est-ce que c'est pas pour me trahir ou pour dire après je n'ai jamais dit ça ou c'est pas du tout... Eh bien écoutez, non. On a tenu notre parole l'un et l'autre. Je l'ai vu dans seule l'année 82, 7 fois en tête à tête, plus les réunions collectives. 7 fois en tête à tête, jamais moins d'1h30. C'est-à-dire des très longues conversations, profondes conversations. Alors, il s'était instauré entre nous un climat un peu curieux. On peut pas dire qu'on était devenus des amis. Il m'a dit au début, nous serons toujours totalement opposés. Ah ben, je dis, monsieur le président, politiquement, moi je fais pas de politique, moi je défends l'entreprise. Si vous prenez des mesures pour l'entreprise, je serai pour vous. Ben, il me dit, j'aime bien qu'on me parle comme ça. Je dis, on parlera comme ça si vous le voulez. Et je dois dire qu'on a eu 7 conversations. J'ai d'ailleurs fait un livre là-dessus, Mitterrand et les patrons, qui a eu beaucoup de succès, que j'ai fait avec Philippe Simoneau, le journaliste économiste, qui a eu beaucoup de succès, où je raconte, j'avais gardé un peu les manuscrits de toutes mes réunions en sortant. J'écrivais 5 ou 6 pages de ce qu'on s'était dit. Effectivement, c'était des rapports très ambigus, très curieux, mais où on s'est respecté. Et comme disait mon confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, vous savez, Henri Amouroux, l'historien, il disait Gattaz a fait quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est avoir fait prendre conscience aux socialistes de l'efficacité de l'entreprise. Oui, parce qu'au départ, on parlait de nationalisation, de 35 heures, l'impôt sur les grandes fortunes, les cotisations sociales, tout ça, c'était d'actualité en 82, et vous avez mis le holà à tout ça. On a mis le holà, on a arrêté même les lois en roue, vous savez. Il y avait un projet de loi en roue qui permettait aux syndicats de diriger l'entreprise, de faire des manifestations politiques à l'intérieur de l'entreprise sans l'accord du directeur. C'est à vous dire, où on allait, c'était absolument incroyable. Et finalement, grâce à nos démarches, de la conviction, de longues conversations, ils ont compris qu'ils allaient trop loin et qu'ils allaient assassiner les entreprises, donc l'emploi en France. Et il y a eu une réunion très importante, et c'est votre première manche gagnée, je crois, le 16 avril 1982 à Matignon, Yvon Gattaz. Bravo. Eh bien, le 16 avril, c'est une date qui n'est pas assez connue, et je suis heureux que vous la signaliez, car je considère que c'est une date très importante. Ça a été le premier point d'inflexion de la politique sociale au communisme, puisqu'à l'époque, il y avait quand même 4 communistes au gouvernement. Oui. Ça a été le premier point d'inflexion vers la réalité économique de l'entreprise. Premier point. Alors, ils ont pris en charge dans le budget de l'État une partie de la taxe professionnelle, ils ont accordé des prêts modifiés, et ils sont engagés, ça fait rire tout le monde, mais ils ont tenu parole, de ne plus augmenter les charges des entreprises qui devenaient himalayennes. Tous les mois, il y avait des charges nouvelles sur les entreprises qui étouffaient. Ils ont dit, c'est fini, nous prenons l'engagement de ne plus changer. Et il faut le dire, il faut reconnaître les faits, ils ont tenu parole. Jusqu'à la fin du mandat de Mitterrand, ils n'ont plus touché aux charges des entreprises. Donc, c'était une belle victoire. Mais finalement, l'entreprise, c'est votre obsession depuis toujours, Yvon Gattaz. Oui. C'est venu comment? C'est une envie, un désir? Eh bien, écoutez, donc, figurez-vous que notre amour de l'entreprise est très curieux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'une famille d'enseignants, nous n'avions jamais entendu prononcer le mot entreprise. Et moi, j'ai découvert l'entreprise quand je suis rentré à l'école centrale, qui s'appelait à l'époque École centrale des barres et des factures, et qui maintenant s'appelle, vous le savez, Centrale Supélec. Je suis rentré à Centrale dans des conditions un petit peu romanesques, on l'a vu. J'ai découvert une chose extraordinaire, l'entreprise. Mais qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Et alors, j'ai dit à mes copains de promo, vous savez,
dès que je serai sorti de l'école, je créerai une entreprise moi-même. Je ne savais pas que ça serait avec mon frère, je ne savais pas dans quel domaine. Et j'avais pris cet engagement et j'ai voulu tenir parole. J'ai dit, le métier d'entrepreneur me semble un métier fou. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui créaient des entreprises. Là, on sortait de la guerre, en plus. On n'a été que deux en 52, dans le central, Bouygues et moi. Oui. Francis Bouygues, mon copain Bouygues et moi. Bouygues a fait une carrière autrement brillante. Mais Francis et moi, lui en janvier, moi en juin, on a créé une entreprise. Alors, il fallait trouver le créneau. La difficulté, c'est de trouver le créneau porteur. Alors, on a eu un peu de chance, là où la chance intervient. À force d'en parler à tous les copains, il y en a un qui m'a dit, j'ai appris qu'avec le nouveau procédé de télévision SECAM, il y avait une descente d'antenne qui n'était plus en cap bifilaire, mais en cap coaxial, et les électroniciens, qui ne sont pas des mécaniciens, les mécaniciens, c'est bien connu, se cassent le nez sur la réalisation du raccord entre le câble et le téléviseur. Est-ce que vous sauriez faire ça? J'ai appelé mon frère qui m'a dit, mais bien sûr qu'on sait faire ça, on va leur faire ça. Et on a créé Radial pour faire des fiches de télévision. Voilà. Et vous avez fait le contraire de ce que chante Eddie Mitchell. Vous avez fait le contraire d'une société anonyme. Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Et ça, c'est tout ce que vous détestez, Yvon Gattaz. Voilà, oui, nous ne sommes pas dans le milieu des financiers, nous sommes dans le milieu des créateurs d'entreprises qui créent leur entreprise à partir de zéro. C'est ça, ma vie. Exactement. Et vous avez toujours dit que pour créer une entreprise, il faut 10% de finances, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. Oui, l'inconscience, c'était pour faire rimer, ça veut dire de prise de risque. Oui. La prise de risque, il faut avoir le coup du risque, savoir prendre des risques calculés, mais il n'y a pas de création d'entreprise sans risque. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes entrepreneurs, avant, ils se reposaient sur leur laurier. Ils sortaient d'une école d'ingénieurs réputée prestigieuse. J'ai un bon diplôme en or massif. Maintenant, je suis tranquille et j'attends une retraite sans remords. Oui. C'est de la folie. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, vous déchirez votre diplôme, moralement, bien sûr. Vous déchirez votre diplôme et vous redevenez artisan de fond de cours, comme tout le monde. Oui, et être inconscient, ça veut dire aussi beaucoup travailler, car vous avez beaucoup travaillé. Brel le disait d'ailleurs, il disait le génie, ça n'existe pas, c'est 5% de talent et 95% d'effort. Eh oui, vous savez, si le talent est rare, le génie est exceptionnel. Voilà. Et vous avez toujours beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Mon frère et moi, on a été de très, très, très gros travailleurs. Mon frère est mort maintenant. Et mon fils, qui nous a succédé, Pierre Gattaz, qui est bien connu d'ailleurs, Oui. est également un gros travailleur. Et Radial, merci pour l'instant, se porte bien. Oui, et en plus, vous avez débuté avec 100 000 anciens francs prêtés par un copain, C'est ça. alors que aucune banque ne croyait en vous, Yvon C'est Gattaz. ça. Alors il fallait trouver quelqu'un qui nous prête un peu d'argent. Personne ne voulait nous prêter de l'argent. Alors on a trouvé des copains qui nous ont mis un peu la main à la poche, qu'on a remboursé tout à fait honorablement, avec des intérêts normaux également, qui n'ont pas perdu, et nous non plus. Grâce à eux, on a pu démarrer. Et vous avez bien démarré, et vous avez bien continué, et vous continuez encore, et on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 14 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Yvon Gattaz. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yvon Gattaz. 14 février 2020, dans quelques jours, la remise d'un prix qui porte votre nom. Et vous avez encore inventé quelque chose. Vous avez inventé le prix Yvon Gattaz. Start, c'est bien. Up, c'est mieux. Oui, n'est-ce pas? Cette plaisanterie, Start, c'est bien, c'est mieux. Elle est assez profonde parce que, comme vous le savez, nous avons milité pendant des décennies, je dis bien, pour arriver à faire créer des entreprises par les Français qui sont imaginatifs, qui sont dans l'ensemble travailleurs et qui n'étaient pas portés, il faut bien le dire, sur la création d'entreprises nouvelles. Moi, j'ai écrit de nombreux livres pour les motiver. Dont Les Hommes en Gris, qui a été un gros succès. Les Hommes en Gris. Bravo. Alors, mon premier livre, que j'ai écrit en 69, qui a été publié par Robert Laffont en janvier 70, c'était le tout premier livre qui incitait les jeunes à créer des entreprises extérieures. Allons-y, les amis. Remontez vos manches. J'ai eu un succès très limité. Je vais faire des conférences dans toutes les écoles, dans les universités. J'en ai fait quelques dizaines, peut-être quelques centaines. Et ça bougeait pas. Et puis finalement, ça s'est déclenché d'un seul coup entre les années 2002-2005.
hop, c'est parti. Et la courbe qui était de 200 000 créations d'entreprises, tout compris par an, est passée de l'étiage 200 000 en 3 ans à l'étiage 300 000. Des derniers d'Europe par le nombre, on est devenus les premiers d'Europe par le nombre. Mais, avec une différence avec les autres pays, c'est qu'on continuait à créer des entreprises qui restaient naines. En France, on a le culte du nanisme. J'appelle ça le culte de l'ourson. On aime bien l'ourson en peluche, et plus il est malade, plus on le soigne, plus on le met sous la tente d'oxygène gouvernementale. Alors, il fallait laisser tomber ça et créer des entreprises de croissance qui créent des emplois. Alors, c'était mon deuxième combat. J'ai d'ailleurs fait un livre là-dessus qui s'appelle « La deuxième révolution ». Et on a gagné cette deuxième révolution récemment. Actuellement, on crée toujours beaucoup d'entreprises et on a de plus en plus d'entreprises de croissance, ce qui me réjouit. Alors, dans mes messages aux jeunes, ils aiment bien les formules, comme vous savez. Alors, c'est pour ça que j'en ai inventé quelques-unes. Ça retient l'attention des jeunes et puis après ils se souviennent. Et je les ai lancés, start c'est bien, hop c'est mieux. C'est bien que tu aies une idée, c'est bien. Mais reste pas dans ton petit coin avec ton idée. Développe l'entreprise, hop, c'est mieux. Donc vous avez créé un concours avec des candidatures et il y aura un lauréat qui va avoir de quoi créer et développer son entreprise. Oui, je n'ai pas fait une dotation terrible. J'ai donné à l'école centrale Supélec une dotation de 10 000 € par an pendant 10 ans. J'ai fait un chèque de 100 000 €, ce qui est quand même pas si négligeable, que j'ai donné à l'école. Pendant 10 ans, il y aura le prix Gattaz qui est attribué, financé. Et alors, nous avons beaucoup de candidatures. Là pour ce prix que nous allons remettre, comme vous le dites, le 14 février prochain à l'école, à Gif-sur-Yvette, au plateau de Saclay, à Centrale Supélec, nous avons 31 candidatures de très haut niveau. Alors, tous mes amis se sont réunis. On a fait un jury avec les 3 présidents successifs du BETIF, c'est des entreprises de taille intermédiaire, Elisabeth Ducotet, Philippe Dornano et Frédéric Coirier, qui ont accepté d'être tous les 3 membres du jury. C'est le seul jury. Je ne veux pas, moi, intervenir. On parle déjà assez de Gattaz, il ne faut encore pas qu'ils mettent la main dans la dénomination du lauréat. Donc, je les laisse faire complètement. Mais mes amis leur ont préparé les dossiers. Ils ont divisé en 3 catégories. Je vous dis tout. On ne dit pas les noms, bien sûr. Ils en ont mis 6 dans la catégorie A. Ils en ont mis 10 dans la catégorie B. Et C pour le reste. Donc, si vous voulez, entre ces 6 et ces 10, et vraiment, on a 16 entreprises de très, très haute qualité qui seront départagées par le trio du jury. Oui. Et c'est ce prix d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on cherche plutôt à réduire les effectifs qu'à engager. C'est le drame de l'emploi, justement. Bravo pour cette question. Je suis très reconnaissant de la poser, parce que l'avenir de l'emploi, personne n'avoue, personne n'ose avouer que tous les employeurs in the world, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit des marchands de légumes ou des patrons de grandes entreprises, n'ont qu'une obsession, c'est, je ne dis pas réduire les emplois, mais contenir les emplois. D'ailleurs, dans la productivité des gens forestiers, les heures travaillées sur l'emploi sont au dénominateur. Dès que vous réduisez l'emploi, vous augmentez la productivité. Donc, vous voyez, l'emploi dans l'avenir est mal parti. Si on fait de la très bonne productivité, si on réduit les effectifs, c'est pas tellement les révolutions technologiques comme on l'a beaucoup dit. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est la réduction des emplois pour raison de productivité, de compétitivité internationale. Et ça, personne n'ose l'avouer, et c'est vrai. Et il y a aussi un métier qui a disparu, et vous en avez un jour parlé, un métier qui a été chanté par Serge Gainsbourg. Je fais des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous. Le poinçonneur des lilas, ça n'existe plus, ça vous désespère. Vous savez que les Américains ont bien ri quand la France a triomphé dans le monde entier en disant nous sommes le premier pays dans le monde avoir supprimé les poinçonneurs du métro. Les Américains, j'arrive en Amérique et je leur dis ça. Je leur dis, vous avez vu la France ? Mon interlocuteur a éclaté de rire. Nous, on les garde car il faut garder ce que nous appelons les emplois PPQ, les emplois peu
ou pas qualifiés. Voilà. Il faut savoir que ce poinçonneur de lilas, dans la chanson, Gainsbourg dit qu'il va de Arrêt-Métier direct par le Valois. C'est faux. En fait, on ne peut pas faire ce trajet. Il faut changer vers le Valois sur la ligne 3. Voilà. Il y a un changement, donc il ne l'a pas précisé pour des raisons poétiques. Alors, ce qui vous désespère aussi, Yvon Gattaz, c'est ces entreprises sont créées en France et puis ils partent à l'étranger. Ah oui. Ça, vous avez raison, c'est un gros problème. Vous voyez, même dans les start-up dont nous parlons, dans les nouvelles créations, je m'aperçois que les meilleurs, que j'ai souvent parrainés ou que je connais bien, etc., j'ai beau tenter de les dissuader, il n'y a rien à faire. Les meilleurs partent aux États-Unis. Alors ils me répondent, Yvon Gattaz, on a bien compris votre message, mais c'est là-bas qu'on trouve le plus facilement des fonds. Il y a un réseau extraordinairement dense de business angels et qui donne facilement de l'argent qu'on ne trouve pas. C'est vrai qu'on a un réseau très faible en France de business angels qui est très faible. Et là, en France, trouver des capitaux à partir de certains niveaux, ça n'est pas facile, je le reconnais. Voilà. Mais vous louez aussi, Yvon Gattaz, les progrès de l'enseignement supérieur qui permet aujourd'hui de former de nouvelles équipes et de nouveaux patrons. À l'enseignement supérieur, il fallait qu'ils fassent leur révolution. Et ils sont en train de la faire. L'enseignement supérieur, vous comprenez, était un peu guindé dans ses vieilles traditions, une logique absolument rigide, cartésienne, un sujet unique, avec une solution unique. Or, l'entreprise, c'est pas ça du tout. L'entreprise, c'est des problèmes vastes, mal définis, à solutions multiples. Donc, l'entreprise est très très loin de la tradition universitaire. Alors il fallait que l'un s'adapte à l'autre. Or je constate par bonheur que l'université est en train de faire sa mutation. Ils reconnaissent une des qualités que je vends moi depuis très longtemps. Vous savez, j'avais partagé les qualités de réception intellectuelle qui ressortissent au cerveau gauche et les qualités d'émission, les qualités d'homme artistique, création, etc., qui ressortissent au cerveau droit, comme disait le professeur Israël. Et là, l'universitaire en a pris conscience et se rend compte qu'il est plus facile de faire comprendre les qualités de réception, d'utiliser les qualités de réception, c'est-à-dire bien travailler, d'apprendre ses trucs, de passer les concours, que les qualités d'émission qui sont toutes les qualités de courage, d'imagination créatrice, de goût du risque, etc., qui ne s'enseignent pas bien. Et là, les Américains ont donné l'exemple, on peut l'introduire dans les universités. Oui, d'autant plus que certains ont réussi avec une licence de droit, comme Marcel Bic, le créateur des stylos, que vous avez bien connu. Bien connu. Il était autodidacte et il n'a engagé autour de lui que des autodidactes. Absolument. Alors, on parle aussi aujourd'hui, Yvon Gattaz, de la suppression de l'ENA, que certains appellent l'école nationale des analphabètes. C'est aussi peut-être quelque chose, il faut s'interroger là-dessus. Écoutez, moi je connais beaucoup d'énarques qui ne sont pas tous mauvais, comme on le dit, mais c'est vrai que cette tradition d'une administration super intelligente et super polyvalente, qui disait, à qui voulait l'entendre, nous sommes seuls à savoir gérer la complexité. Eh bien, quand une caste vous dit « je gère la complexité », sans le dire, elle la crée. L'ENA a créé des complexités qui savent gérer, que nous n'avons pas géré. Alors, moi, je raconte toujours l'histoire entre l'énarque et le train. La différence entre l'énarque et le train, c'est que le train, quand il ira, il s'arrête. C'est une belle formule. Alors, ce qui fascine aussi beaucoup de gens, Yvon Gattaz, c'est votre jeunesse éternelle, jeunesse qui s'explique par une chanson d'Henri Salvador. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Alors, rien faire, c'est pas la conserver pour vous, mais il faut dire, vous avez 94 ans, vous continuez à être à votre bureau tous les matins à 7h30 et vous n'avez pas l'intention de prendre votre retraite. C'est un exemple. Écoutez, non, parce que d'abord, ça m'amuse, ça m'intéresse. Et je vais vous faire une petite confidence. J'ai le sentiment stupide que ça me maintient en bonne santé. Oui. Ça a été longtemps une occupation, maintenant c'est un remède. Mais en plus, alors, j'y vais tous les matins. Oui. J'ai cette association jeunesse et entreprise que j'ai créée à partir de zéro, à la fin de mon mandat de président du CNPF en 86, qui marche très bien. On a quelques 250 bénévoles à travers la France qui s'occupent des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. De l'emploi des jeunes, de l'emploi des jeunes, de l'emploi des jeunes.
c'est obsessionnel, mais on y arrive. Et finalement, on fait beaucoup de choses très, très intéressantes. Moi, ça me passionne beaucoup. Et puis, ces bénévoles qui viennent m'aider sont des gens de très haute qualité. On a des anciens professeurs, d'anciens proviseurs, d'anciens recteurs, d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens DRH. Tous ces gens-là viennent nous aider bénévolement. Rien que ça, c'est une récompense. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été en avance sur votre temps? Tout ce que vous proposiez il y a quelques années, c'est toujours d'actualité, Yvon Gattaz? Oui, on a été un petit peu en avance. Enfin bon. Non, mais quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, on dirait du Yvon Gattaz. C'est vrai qu'on a été un petit peu en avance. Ça, c'est vrai, on en est très fiers. Bon, mais il faut quand même que ça suive. Et j'ai l'impression, si vous voulez, je sais bien que je suis un petit peu un optimiste habituel. On a même dit un petit peu pathologique, a dit un de mes ennemis. Bon, mais mon optimisme veut que, actuellement, j'ai l'impression que les choses s'améliorent considérablement dans le domaine des jeunes, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la création d'entreprises à partir de zéro. Nous venons de connaître un tournant difficile. Je crois que c'est parti. Et bien parti. J'ai l'impression. Et bien parti avec des jeunes qui sont de plus en plus volontaires pour vous. Absolument. Absolument. Vous savez, on dit toujours les jeunes, ils veulent rien faire. Mais c'est pas vrai. Je dis pas qu'il n'y a pas quelques loupards, qu'il n'y a pas quelques feignants, etc. Sûrement. Mais il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'autrefois. Et on ne parle jamais de ceux qui travaillent. Et je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui mettent un effort absolument invraisemblable pour finir leurs études, quelquefois sans argent, pour faire un travail en même temps, et à la fin, pour créer une entreprise à partir de zéro, et trouver également l'argent pour la créer. Et vous êtes leur exemple à suivre. Merci Yvon Gattaz de continuer à vous battre de cette façon et de continuer à vivre plutôt qu'à survivre. Merci. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.